Le processus de divorce entre Nicolas et Emma durait depuis plusieurs semaines. Les avocats des deux parties tentaient désespérément de partager les biens, pendant que le juge restait imperturbable. Il connaissait bien Nicolas et était convaincu que sa femme ne recevrait rien. À l'issue de l'audience, Emma a obtenu un petit appartement en périphérie de la ville. Son mari s'était assuré qu'elle n'aurait aucune illusion à ce sujet. Mais cela ne suffisait pas à Nicolas, il a initié une action en justice, cette fois contre son ex-épouse. Lorsque le juge lui a demandé la raison de sa poursuite contre Emma, l'homme a répondu « Elle a volé de l'argent à l'entreprise et je peux le prouver. » Bien entendu, tout était acheté. Même les avocats falsifiaient des informations pour de l'argent. Seule Emma ne pouvait pas y croire. « Comment peux-tu m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait ? Non seulement tu m'as laissé sans argent, mais maintenant tu veux me mettre derrière les barreaux ?» Nicolas a simplement ri alors, « Ne t'inquiète pas, là où tu iras pendant plusieurs années, tu n'auras pas besoin d'argent. » Le comportement de son ex-mari était un véritable affront, mais Emma l'a enduré. Elle savait qu'elle sortirait de prison et se vengerait certainement. Avant même d'être placée en cellule, elle avait réussi à cacher des documents importants. Ils contenaient des informations sur des malversations dans les marchés publics. Si des personnes influentes en prenaient connaissance, les affaires de Nicolas s'effondreraient. Tout ce plan mûrissait dans l'esprit de Emma. Pendant ce temps, elle attendait à nouveau le tribunal et priait pour que la sentence soit clémente. Compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal a conclu que 2 ans de détention étaient suffisants. Lorsque la femme était escortée, elle a dit méchamment « Voyons qui se réjouira après ma libération. » Nicolas a haussé les épaules et a répondu « Calme-toi, on t'a prescrit un séjour en sanatorium, alors repose-toi bien. » Nicolas quitta le tribunal un peu abattu. Il réfléchissait aux paroles de Emma et ne pouvait pas comprendre où se trouvait la vérité. Son avocat, qui était assis avec lui dans la voiture, essaya de le réconforter. « Ne fais rien, votre femme essaie simplement de manipuler. » Il n'y avait rien d'autre à dire pour l'avocat, à part trouver des mots pour le réconforter. La voiture de Nicolas entra dans la cour et quelques secondes plus tard, il se tenait devant la porte de son propre appartement. Nicolas hésita à entrer, réalisant qu'il devrait maintenant errer seul dans les pièces vides. À l'intérieur, il ne ressentait pas la joie qui aurait dû suivre une victoire. Son téléphone sonna et il prit mécaniquement le combiné « Allô ?» Au bout du fil, c'était sa mère. « Alors, raconte-moi comment s'est passée l'audience ? As-tu mis ta femme derrière les barreaux ?» Nicolas n'avait pas envie de discuter de ce sujet maintenant, mais il décida de répondre, comme d'habitude, « Tout s'est passé selon tes calculs. » Ces mots sonnaient comme une constatation des faits. Récemment, sa mère avait mis ses mains dans tous les domaines de la vie de son fils. S'il tolérait encore sa présence dans les affaires, car elle possédait la moitié des actions, l'attaque contre sa vie personnelle était allée trop loin. Madame Thiozot ne faisait pas partie de ces parents qui encouragent les actions de leurs enfants. Mais elle pouvait manipuler habilement leur conscience. Ce qu'elle avait dit à propos de Emma n'était pas sans raison, car elle détestait la femme de Nicolas et attendait le moment où elle pourrait s'en débarrasser. Sa mère continua de parler, « Mon fils, tu dois maintenant te concentrer sur les affaires, et tu trouveras encore une bonne femme. » Nicolas serra les lèvres et murmura, « Oui, maman, tu as toujours raison. » Il disait cela parce qu'il ne voulait pas la contredire, il avait peur de perdre son soutien. Lorsque la conversation prit fin, il éteignit son téléphone et réfléchit, « En fin de compte, je fais tout pour plaire à ma mère. Si elle dit quelque chose, cela signifie que je dois l'exécuter ou être d'accord avec son avis. » Nicolas avait aussi une sœur, mais elle avait pris ses distances à temps. Aux premières tentatives de leur mère de s'immiscer dans sa vie de famille, Clara avait pris ses affaires et était partie. Maintenant, elle vit avec son mari dans une autre ville. Il ne revendique aucune part dans les affaires, bien que sa part y soit présente. Son frère décida de l'appeler pour demander conseil. Nicolas ne savait pas par où commencer la conversation et se contenta de lui dire bonjour.
Clara n'était pas particulièrement ravie de l'entendre, mais elle répondit tout de même, « Je vais bien, je ne me plains pas. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ton appel. » Nicolas comprit que sa sœur n'était pas disposée à dialoguer, mais il décida de s'informer quand même, « Tu es au courant de ce qui se passe avec Emma ?» Clara marmonna et répondit, « Bien sûr, ça ne passe pas inaperçu. » Eh bien, je vais te dire, tu es un imbécile, mon frère, si tu te laisses influencer par maman. Nicolas n'aimait pas entendre cela, mais sa délicatesse intérieure l'empêcha de riposter par des insultes. Il rassembla ses forces et déclara, « Maman n'a rien à voir avec ça, j'ai décidé moi-même de faire un cadeau à mon ex-femme. » La sœur lui répondit aussitôt, « Tu sais, si avant je pensais que tu allais changer, maintenant je vois que tu ne vaux pas mieux qu'une marionnette. » Et là, Clara avait raison, son frère n'avait pas d'opinion propre, même s'il prétendait prendre toutes les décisions lui-même. Seule leur mère pouvait orchestrer tout le processus familial. Mais, comme la vie l'avait montré, elle ne le faisait pas pour le bien de son fils. Nicolas décida qu'il ne partagerait plus les affaires intérieures de sa famille avec sa sœur. On frappa à la porte et il se dirigea pour ouvrir. Sur le seuil se tenait un avocat familier. D'un geste de la main, Nicolas l'invita à entrer dans l'appartement. L'avocat tient dans ses mains un lourd dossier de documents. En s'asseyant sur le canapé, l'avocat déclara, « Voici tous les documents que vous avez demandés. J'ai spécialement rassemblé des informations concernant votre mère. » Il ouvrit la chemise et montra des formulaires avec des chiffres, où les parties pertinentes étaient encerclées en rouge. Il s'avéra que Madame Chiozzo transférait secrètement de l'argent du compte de la société vers une autre banque. Ce n'était pas pour rien que sa mère renforçait son contrôle, elle avait besoin de flux financiers. Nicolas sourit et dit, « Maintenant, je sais exactement comment la remettre à sa place et en même temps mettre l'entreprise sous ma direction. » À l'avocat, il ne restait rien d'autre à faire que de lui remettre l'ensemble des documents. Emma s'était déjà habituée aux nouvelles conditions dans lesquelles elle devait passer les 2 prochaines années. Après avoir étudié la situation locale, elle comprit qu'il était possible de sortir plus tôt. Il suffisait de trouver un terrain d'entente avec les autorités du camp et de se comporter de manière exemplaire. La première lettre qu'elle écrivit était adressée à la sœur de Nicolas. Leur relation à elle et Emma était tout à fait normale, contrairement à son ex-mari. Non seulement il avait gâché sa vie, mais il avait également réussi à monter sa sœur contre lui. Leur mère a regardé tout cela depuis sa tour, sans se soucier de ce qui arriverait à sa famille. Dans sa lettre, Emma décrivit en détail comment Nicolas avait réussi à falsifier les preuves pour le tribunal. Au début, Clara ne le croyait pas, mais lorsqu'elle découvrit tout par elle-même, elle détesta encore plus son frère. Pour leur brève rencontre, on avait autorisé Emma à inviter Clara. Elle voulait lui raconter à quel point Nicolas s'était révélé être une mauvaise personne. En ce qui concerne son plan de vengeance future, Emma décida de ne pas dévoiler ses cartes, qu'elle garde tout cela secret. Qui sait, peut-être que sa sœur prendra pitié de son frère et lui révélera tout. Clara avait apporté un sac de provisions pour leur rencontre. On les laissa dans la pièce pour qu'elles puissent discuter. « Écoute, Clara, ne pense pas que je suis totalement sans cœur et que je ne ressens de compassion pour personne. Mais ce que Nicolas a fait dépasse toutes les limites. » Elle la regarda et approuva d'un signe de tête, « J'ai moi-même parlé avec lui au téléphone. Je lui ai dit qu'il était le chouchou de maman et que sa vie n'était en rien différente. » Emma jubilait, enfin, quelqu'un la soutenait au moins. Des pas se firent entendre derrière la porte et un garde pénétra dans la pièce. « Il vous reste encore une demi-heure, dépêchez-vous. » Clara lui remit le paquet et dit, « Écris-moi et dès que tu seras libéré, viens me voir tout de suite. » Puis, après avoir attendu, elle sortit de la pièce et quitta le camp. Emma regarda longuement les provisions jusqu'à ce qu'on la reconduise. Elle continuait à écrire des lettres, mais désormais elle ne parlait que de sa vie derrière les barreaux. Clara n'avait pas informé son frère de sa visite chez Emma. De plus, Nicolas n'était pas vraiment préoccupé par elle en ce moment,
son plan de rétablir la justice avait échoué, maman avait soupçonné quelque chose et avait arrêté le transfert d'argent à temps. Elle avait deviné que c'était quelqu'un de l'entreprise, mais elle ne connaissait pas les noms précis. Son fils avait soigneusement couvert ses traces, il avait même protégé son propre avocat. Le soir, Madame Tiozzo l'appela, « Attends-moi chez toi, nous devons discuter des contrats pour les marchés publics. » Nicolas éteignit nerveusement son téléphone. Elle préparait encore quelque chose. Nous allons tous brûler bientôt. Il ne savait pas à l'époque quel plan Emma lui préparait. Et s'il l'avait su, il aurait certainement effacé toutes les traces. Mais à présent, Nicolas était occupé à préparer des documents pour la commission d'appel d'offres. 2 heures plus tard, sa mère arriva et se mit également à examiner les papiers. Elle étudia les graphiques pendant un long moment, puis demanda, « Es-tu sûr que personne ne sait pour les contrats ?» « Mais enfin, maman, dans mon entreprise, il n'y a pas de fuite d'informations. » répondit le fil. C'est alors que Madame Tiozzo décida de le corriger, pas dans la tienne, mais dans notre entreprise. Ou plutôt, dans la mienne en tant que seul propriétaire. Nicolas comprit qu'elle voulait reprendre l'entreprise à son compte. Il fallait se dépêcher et trouver d'autres options pour le compromettre. Une fois de plus, il devait tromper, comme dans l'affaire avec Emma. 1 an et demi s'était écoulé depuis lors. La situation avec les appels d'offres s'était arrangée et sa mère ne le tourmentait plus pour des futilités. C'est à ce moment-là que les portes de prison s'ouvrirent et Emma fut libérée, comme un oiseau sortant de sa cage. À côté se tenait une voiture, avec la sœur de Nicolas à l'intérieur. Monte, ex-détenu. Cesse de rêvasser. La femme s'assit docilement dans la voiture et ils partirent chez eux. Son appartement était resté tel qu'il était avant son incarcération, les meubles étaient recouverts de draps, le sol était recouvert de plastique et partout s'accumulait une couche de poussière. La jeune fille regarda autour d'elle et soupira, « Eh bien, on dirait que je suis partie depuis une éternité. » Clara la prit par la main et l'emmena à l'extérieur, « Allons dans un café pour nous changer les idées, et ensuite tu pourras t'occuper de ton logement, d'accord ?» La soirée fut un succès, Emma passa un bon moment et fit la connaissance d'un homme qui s'avéra être un avocat. Connaissant le genre de personne avec qui elle avait affaire, elle décida d'utiliser cela à son avantage. Le lendemain, ils examinaient déjà des documents. Les dossiers étaient cachés dans un endroit secret, c'est pourquoi Nicolas ne trouva rien. Il a deviné que son ex-femme avait des choses à lui reprocher. Cet avocat l'aida à rédiger une demande au comité des marchés publics et quelques jours plus tard, son mari reçut une lettre exigeant des explications de leur part. Mais qu'est-ce que Nicolas pouvait répondre, car les faits de manipulation étaient évidents. C'est là qu'il comprit que c'était l'œuvre de Emma. Apprenant sa libération, il appela immédiatement sa mère, « Tu ne devineras jamais, mais nous avons de gros problèmes. » Quoique Madame Tiozzo ait essayé, elle n'a pas pu résoudre le problème des appels d'offres. Elle a dû se rendre au comité et expliquer la situation là-bas. L'entreprise familiale était menacée. Nicolas a trouvé le courage de téléphoner à Emma. « Pourquoi as-tu besoin de tout cela ?» Son ex-femme éclata de rire au téléphone et répondit, « Je me suis simplement vengé de manière élégante. » Il n'a pas contacté sa sœur, car il savait que sa parente ne serait pas de son côté. La mère revint du comité en colère, « C'est fini, nous devons fermer l'entreprise. » Et nous nous en sommes encore bien tirés, ils menaçaient de porter plainte. Mais ils nous ont permis de disparaître du marché pacifiquement. Nicolas comprit que sa carrière et sa vie insouciante touchaient à leur fin. Tout était bouleversé à l'intérieur de lui-même, ce n'était pas le bonheur qu'il souhaitait pour sa famille. Mais la loi du boomerang s'est appliquée, il a agi envers sa femme de la même manière qu'il a été puni lui-même. Nicolas ne voulait pas croire que le destin pouvait le châtier, et pourtant, ce qu'il craignait tant se produisit. Sa mère a créé une entreprise de vente en ligne. Elle a réussi à rester à flot car elle avait réussi à transférer une partie du capital à l'étranger, puis à l'utiliser à ses propres fins. Quant à son fils, il se retrouva sans rien,
et cela était entièrement de sa faute. Emma se rétablit de son incarcération, Clara la rendait souvent visite et l'aida même à trouver du travail. Elle ne téléphone pas intentionnellement à son frère pour ne pas écouter ses plaintes constantes sur la vie.